Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le deuxième atelier de l'après-midi sur le campus Amérique du Nord, donc pour la 7e édition de BIG. Donc pour ce deuxième atelier, on abordera un thème particulièrement d'actualité, donc Climate Tech, Deep Tech et Innovation 3.0 aux États-Unis, de la phase de R&D à la phase de levée de fonds et d'investissement. Et donc pour cela, ça va être un atelier en digital. Donc on a préenregistré avec Sarah Lamaison et Jean-Noël Poirier, on a préenregistré l'atelier. Et à la fin, il y aura une petite fin de la vidéo, il y aura une petite session de Q&A. Donc on avait réfléchi en amont à des questions en espérant qu'elles pourront répondre aux questions que vous auriez pu poser. Donc Sarah Lamaison, qui est CEO et fondatrice de l'entreprise de la start-up Dioxycle, donc dans l'hydrogène, et Jean-Noël Poirier, qui est partenaire d'un fonds d'investissement spécialisé dans les climate tech, donc sur la côte ouest aux États-Unis. Et c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant avec ces deux intervenants, c'est qu'ils représentent donc Sarah Lamaison, la start-up, l'entrepreneuse française qui voulait se lancer justement dans les climate tech, et en face de ça Jean-Noël Poirier qui justement est un fonds d'investissement américain spécialisé dans le domaine. Donc pour commencer l'atelier, on va lancer la vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet atelier Big 7 cet après-midi. Donc pour cet atelier, on abordera deux sujets. Donc celui du développement des deep tech et des clean tech aux États-Unis, donc de la levée et en particulier la levée de fonds en phase d'amorçage et en série A. Et pour nous parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Poirier et Sarah Lamaison. Donc Jean-Noël Poirier qui nous présentera ces deux fonds d'investissement Clean Energy Venture Group et E8 Venture, et Sarah Lamaison qui nous illustrera la thématique en nous parlant de son expérience de start-up Dioxycle. Donc je passe la parole en premier à Jean-Noël. À vous. Bonjour, merci Hélène, bonjour à tous. Ravi d'être là. Mon nom est Jean-Noël Poirier. Je suis en effet très impliqué dans le funding et le support des startups en clean tech, climate tech aux États-Unis, avec deux groupes, Clean Energy Venture Group et E8 Ventures. Moi, personnellement, je suis français, je suis aux États-Unis depuis plus de 20 ans, donc je connais bien le marché américain et le secteur dans lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, donc ravi de partager quelques tuyaux. En résumé, alors, ça marche, mais les deux groupes dont je fais partie sont les suivants. Donc E8 est un groupe, les deux sont en fait des angel groups, donc c'est des groupes d'investisseurs privés qui investissent leur propre capital dans des sociétés early stage et sont focalisés exclusivement en clean tech, climate tech. Les deux groupes sont très actifs depuis près de 15 ans. E8 est sur la côte ouest, CVG sur la côte est, Boston, New York et Seattle pour être précis. Les deux groupes collectivement sont assez importants, respectés et très très impliqués sur le marché. Il y en a plus de 130 investisseurs. On a investi dans 150 sociétés qui ont reçu au total plus d'1,5 milliard de follow-on funding, donc les investisseurs sont venus après nous pour grossir ces investissements initiaux. Donc, un écosystème assez important, probablement le plus large aux États-Unis. Moi, de mon côté, je suis Managing Director, donc je dirige CVG. Je suis aussi Venture Partner dans le fonds qu'a levé CVG sur la côte Est, qui est un fonds de 110 millions. Et je suis aussi membre d'E8 et sur le Screening Committee d'E8 et partenaire dans le nouveau fonds qu'E8 lance. Donc, on est très, très impliqué. On investit à Seed Series A, principalement c'est exclusivement sur des sociétés qui ont un impact positif sur l'environnement et avec un haut potentiel de retour sur investissement. Le climat est important, donc Greenhouse Gas Reductions, surtout pour CVG, mais on regarde aussi des boîtes impliquées dans d'autres secteurs comme l'eau, les plastiques et tous les problèmes environnementaux en général. Alors très très rapidement, une petite perspective sur le marché américain, enfin en tout cas sur le marché du clean tech vu des États-Unis. Ici, il n'y a aucun doute, le clean tech est en pleine explosion. C'est un changement drastique par rapport à il y a
10 ou 15 ans, où en fait le marché était un marché de niche. Aujourd'hui, c'est un marché mainstream, c'est-à-dire que toutes les industries dans tous les secteurs doivent décarboniser, doivent se nettoyer et adoptent des technologies. C'est pas juste les gouvernements qui s'y mettent. Évidemment, on a un gouvernement très positif maintenant aux États-Unis avec Biden, mais c'est pas seulement ça. C'est de manière significative les boîtes, les grosses corporations qui s'impliquent, soit parce qu'elles veulent décarboniser, soit parce qu'elles ont besoin de décarboniser ou qu'elles veulent innover dans des nouveaux marchés. Donc, on a vu Amazon, Microsoft ici à Seattle faire des commitments très importants, mais on a aussi des tas de grosses sociétés qui cherchent à investir dans le secteur. Elles travaillent avec des startups, elles achètent des produits de startups et elles veulent acquérir des startups, ce qui est très différent du passé. Donc ça, c'est très, très important. Donc le marché est en pleine explosion. C'est un très bon moment pour être un entrepreneur en clean tech aux États-Unis et dans le monde en général. Ceci dit, pour ceux qui sont en train de lever des fonds, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on a énormément de momentum, on a énormément de capital qui arrive dans le secteur, mais il y en a quand même un gap pour les sociétés early stage, donc pre-seed to Series A. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de capital qui arrive pour l'innovation fondamentale, avec des financements d'universités, du gouvernement, etc., pour soutenir l'innovation, pour soutenir les concepts, etc., jusqu'à la proof of concept. Et on a énormément de capital qui arrive sur le marché pour commercialiser, pour déployer les innovations quand elles sont là, que ce soit des later stage funds ou que ce soit des investisseurs stratégiques. Il y a énormément de capital qui arrive en commercialisation. Par contre, entre les deux, quand on est une jeune société avec une solution qui est prête à lancer, ça reste très difficile de lever de l'argent. Et donc, il faut vraiment comprendre comment les choses marchent. Et ça reste un challenge. C'est pour ça qu'on lève un nouveau fonds à ce stage seed, pre-seed to Series A avec E8. Pour donner une idée des statistiques, entre guillemets, on voit des centaines et des centaines de sociétés tous les ans. On en processe plus de 300 formellement par an, c'est-à-dire qu'on les revoit, on rentre en due diligence, ou en tout cas un certain niveau de due diligence, 300 et on investit dans 5 à 10 par an. Donc ça reste extrêmement difficile, extrêmement compétitif. Et il y a peu de fonds comme nous qui sont engagés à ce stade. Un message important que je voudrais passer, c'est peut-être un peu différent en France. Ici, le secteur du clean tech, climate tech marche vraiment sous forme d'écosystème, c'est-à-dire qu'une innovation pour être successful sur le marché est obligée d'avoir le soutien de différents groupes, différentes sortes d'institutions pendant sa maturation, que ce soit des recherches, des accélérateurs, des investisseurs, des co-investisseurs, et même des groupes gouvernementaux. C'est très important d'avoir ces collaborations dans beaucoup de cas pour arriver à maturer, déployer des innovations. Donc, c'est important de faire partie de cet écosystème, de comprendre que ça marche comme ça. Nous, on est évidemment dedans depuis très longtemps, on est connecté complètement à tout l'écosystème. Et donc, les sociétés qui viennent nous voir bénéficient de ça. Je dirais, en tant que société française qui veut rentrer aux US, il faut absolument comprendre ça, essayer de se connecter. On peut en parler un peu après lors des questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour cette première présentation. On a la chance d'avoir avec nous aussi Sarah Lamaison, donc, qui illustre parfaitement un entrepreneur français donc, qui s'investit dans les clean tech, dans le domaine des clean tech, donc l'entreprise Dioxalcool qui est basée à Bordeaux et donc qui développe des solutions pour réduire les émissions de CO2 dans le domaine industriel. Donc Sarah, je vous laisse la parole et vous pouvez nous en dire plus sur votre entreprise. Merci beaucoup. Je partage juste mon écran. Tac. Pardon. Ok. Donc, je m'appelle Sarah Lamaison, je suis donc la CEO de Dioxalcool, qui développe des produits de commodités alternatifs issus de l'électrolyse du CO2 pour remplacer les commodités d'origine pétrochimiste. Pour juste quelques mots sur mon parcours, donc moi je suis issue d'une école d'ingénieur française. J'ai fait une thèse entre le Collège de France et Stanford et j'ai finalement décidé de rentrer, lancer en tout cas l'entreprise en France. Mais je reste très connectée
à tout cet écosystème américain pour les raisons, les très bonnes raisons qu'évoquait notamment Jean-Noël. Donc rapidement, la proposition de valeur de Dioxycle, c'est de régénérer des produits de commodité valorisables à partir de CO2 industriel à travers de l'électrolyse intelligente pour d'une part permettre aux industriels émetteurs de réduire leur empreinte carbone de façon économiquement viable et d'autre part de créer un nouveau cycle carbone, une alternative à toute la chaîne de production pétrochimiste actuelle. Donc au cœur de ça, il y a notre électrolyseur, hardware qui est opéré à travers de l'opération, à travers un software. Désolée, j'ai l'habitude de le faire en anglais. Donc il y a tout un aspect hardware et software dans le produit qu'on développe, avec cette idée vraiment, pour faire un parallèle avec justement des termes software, un développement full stack, vraiment de bout en bout, pour parfaitement maîtriser l'efficacité énergétique de cette conversion. Je reviendrai sur ça après. Et on introduit cette technologie à un moment où on a la certitude de cette taxe carbone qui pousse les industriels à chercher des solutions à tout prix pour réduire leurs émissions de CO2. Et de l'autre côté, vous avez ces marchés de milliards de dollars de commodités qui ont besoin de trouver des alternatives à leur origine pétrochimiste actuelle. Tout ça à un moment où aussi on a une plus grande disponibilité d'électricité décarbonée, ce qui est important pour toute technologie d'électrolyse. On entend beaucoup parler de l'électrolyse de l'eau en hydrogène, mais on est sur le même genre de technologie, d'où cette importance d'avoir un réseau décarboné et d'où aussi l'intérêt de s'implanter en France, dont le réseau est très décarboné. Voilà, aujourd'hui on est 4 dans l'entreprise, mais on est en fort recrutement en ce moment. Donc mon cofondateur et moi, on s'est rencontrés il y a 6 ans à l'université de Cambridge. Et ensuite, on est parti sur 5 ans de recherche ensemble entre le Collège de France et Stanford. Et on a été rejoint récemment par deux autres PhD qui travaillent soit sur les aspects un peu software, soit sur de la catalyse, puisque, comme je le disais, on essaie d'avoir vraiment une expertise, de couvrir l'ensemble des domaines de la technologie qu'on développe. Et donc, pour vous en dire quelques mots de cette technologie, donc on développe des stacks d'électrolyse. Le mot stack fait référence au fait qu'on empile les cellules, comme dans un stack de fuel cell ou d'électrolyse d'hydrogène. Et lorsqu'on alimente cet électrolyseur en lui fournissant donc de l'électricité et qu'on introduit du CO2 d'un côté et de l'eau de l'autre, on va avoir sur chaque cellule individuelle deux demi-réactions ayant lieu. D'un côté, on va avoir la transformation de l'eau en oxygène sur cette première électrode séparée par une membrane de cette seconde électrode qui permet de transformer le CO2 en le produit de commodité visée. Voilà, donc aujourd'hui, sans rentrer dans plus de détails, on a le coût le plus important, et vous allez le voir dans les techno-economics après, c'est le coût d'électricité de cette transformation. Et justement, donc la métrique la plus importante, c'est l'efficacité énergétique qui est maîtrisée en gros par l'efficacité de l'électrode catalytique, de la membrane et des conditions d'opération. Je lance cette petite vidéo, je ne la commenterai pas, mais juste parce que je l'aime bien. Et donc aujourd'hui, grâce à différents breakthroughs technologiques qu'on a développés pendant notre parcours académique et qui sont publiés dans les journaux écrits en bas à gauche, on a réussi à développer des technologies qui permettent d'augmenter cette efficacité énergétique de la conversion, de cette conversion de l'électricité en énergie chimique autour de 47 à 50% par rapport à des valeurs dans la littérature de 40%. Et donc, c'est autour de ça qu'on a lancé Dioxycle pour mettre à l'échelle ces technologies. En termes de techno-économique, si on regarde le premier produit visé, qui est aujourd'hui le CO, monoxyde de carbone, dangereux dans une chaudière, mais très utile dans l'industrie chimique, synthèse de méthanol, dans l'industrie des semi-conducteurs. C'est un marché de 4 milliards de dollars pour ce qui est affiché, et il y a en plus un marché captif. Bref, on a grâce à la réduction de la demande énergétique dont on a besoin pour effectuer cette transformation, grâce à l'ensemble des paramètres que j'ai mentionnés, on arrive à réduire les coûts de production à autour de 329 € par tonne de CO produit. Et aujourd'hui, on a un prix de marché à 600 €.
Donc, on arrive à avoir une marge brute assez, de plus de 30%, ce qui offre un horizon de viabilité économique assez important. Et donc, ça, c'est le premier produit visé. Mais la beauté de cette technologie de conversion du CO2 basse température, d'électrolyse basse température, c'est qu'on va vraiment pouvoir, grâce à un même hardware, juste en changeant le cœur catalytique, viser non seulement du CO, mais aussi de l'éthylène, précurseur de plastique, de l'éthanol, utilisé dans des carburants, etc. Voilà, donc c'est le début, on va dire ça, c'est la première phase. On est actuellement à cette première étape. On a levé justement un pré-seed et on a eu des subventions de la BPI, notamment avec le prix iLab l'année dernière. On a levé 1,1 million pour faire notre première preuve pré-industrielle qui devrait permettre de convertir autour de 50 à 100 kg de CO2 par jour. Pour ça, on est actuellement à Bordeaux. L'étape suivante, qui commence autour de mars-avril de l'année prochaine, c'est plus une intégration sur site pour développer, pour aller chercher l'intégration sur site qui apporte d'autres questions que le développement en laboratoire, et deux, sur des tonnages plus importants et plus représentatifs en conditions industrielles. Voilà. Avec tout ça, sur les aspects Europe-US, je rejoins ce que disait Jean-Noël sur l'importance de se connecter aux écosystèmes. Nous, on apprécie particulièrement notre positionnement un peu entre les deux. On est aujourd'hui à Bordeaux. On a été soutenu pour cette phase initiale de lancement du POC pré-industriel, mais on fait partie de The Alchemist Accelerator, qui est un accélérateur dans la Silicon Valley qui nous a aussi, qui nous accompagne et qui nous aide beaucoup à mettre en perspective tous les aspects visés de ce qu'on fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sarah, pour la présentation de Dioxyco. Et ce que je trouve intéressant justement dans notre atelier aujourd'hui, c'est de mettre en fait en comparaison et en écho les attentes que peuvent avoir des fonds d'investissement clean tech et climate tech aux États-Unis, et justement des entrepreneurs français comme vous à Bordeaux, qui développent justement des nouvelles technologies, dans ce domaine-là, et voir quelles sont les opportunités pour des entrepreneurs français comme vous pour exporter leur technologie aux États-Unis. Donc évidemment, j'ai quelques questions. Je vais peut-être commencer par vous, Sarah. Je voulais savoir, peut-être revenir sur votre phase de lancement et votre phase de R&D. Et je voulais savoir quelles difficultés vous aviez pu rencontrer, ou les obstacles que vous avez pu rencontrer pendant ces différentes phases, et les conseils que vous pourriez donner justement a posteriori à des entrepreneurs dans le même domaine que vous. Oui. Alors, la principale difficulté que j'ai rencontrée, les deux, on va dire, la première, c'est sur l'IP. Alors, ça dépend des parcours, mais quand on fait une spin-off, comme c'était le cas, on a dû négocier de la propriété intellectuelle avec des sociétés de transfert technologique, parce que une grosse partie était au Collège de France. Et donc, c'était une expérience très intéressante qui nous a coûté 20-30 000 euros d'avocat, parce qu'il fallait un peu éduquer, discuter avec ces personnes-là de ce qu'on pouvait vraiment tirer comme valeur économique de notre technologie, et donc ce qu'ils pouvaient en demander. Voilà, donc je conseillerais déjà, quand on fait une spin-off, prendre un très bon avocat sur de la valorisation de l'IP pour déjà bien commencer, parce que sinon on commence avec un contrat de licence assez compliqué à gérer. C'est moins le cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il me semble que c'est assez simple. Dès qu'on sort d'une université, ils prennent environ 2 à 4% selon la techno de la boîte, 2 à 4% de la boîte selon la techno, pardon. Et voilà, et puis c'est réglé, c'est plus rapide. Mais en tout cas, si c'est une techno française, je dirais attention à pas y aller tout seul sur ce genre de sujet, parce que malheureusement, c'est pas lissé. Aujourd'hui, au niveau national, il n'y a pas de bonne pratique, on va dire, de règle générale. La deuxième chose que je dirais, c'est
quand on est issu de la recherche comme moi, on est quand même assez techno-push, voilà. Donc, on a du mal à lâcher son doudou technologique. Moi, j'ai eu la chance de participer au programme HEC Challenge Plus, qui est une formation, c'est 3 jours par mois pendant 9 mois. Pour de la deep tech qui nous a quand même beaucoup aidé déjà quand on était en France à mettre un peu les choses en perspective, et ensuite quand on était aux US, ça je l'ai fait donc au début de ma thèse, et ensuite quand j'ai fini ma thèse aux US, j'ai eu la chance de parler avec pas mal d'entrepreneurs, et notamment dans le cadre de The Alchemist Accelerator, etc., qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur un peu les ordres de grandeur, des levées, enfin voilà, pour essayer un peu aussi de désinhiber les nerds comme moi sur ce qu'il faut essayer de demander d'un point de vue de business, et essayer d'être plus dans ce mindset-là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, je fais un peu la même question, j'ai un peu la même question en écho à vous, Jean-Noël. Quel conseil vous donneriez justement à une entreprise, à un entrepreneur français, comme ça peut être le cas pour l'entreprise de Sarah, qui veulent se présenter devant des fonds d'investissement, clean tech, climate tech comme les vôtres aux États-Unis? Ok. Je pense que la première chose à réfléchir, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de fonds venant de fonds d'investissement américains? C'est la première chose, que c'est difficile. Donc, s'il y a une solution alternative, autant l'envisager. Il y a des fonds européens qui peuvent vous amener aux US, etc. Venir aux US, travailler avec un fonds ou un groupe d'investisseurs, même des gros angels américains, c'est une très bonne idée quand c'est possible, puisque ça amène non seulement du capital, mais des connexions à un écosystème, comme on l'évoquait, que ce soit des co-investors, que ce soit des clients ou des experts ou des management teams, je dirais les gens qui sont présents aux États-Unis dans ce marché, comme investisseurs, très souvent comme ex-opérateurs. En fait, la plupart des gens dans ces groupes ont monté, vendu des boîtes avant, donc ils ont l'expérience. C'est vraiment un écosystème extraordinaire pour développer une boîte. Donc, je le conseille. Ceci dit, c'est pas évident. La première chose à bien comprendre pour un entrepreneur français, c'est de comprendre quels sont ses investisseurs. Il faut choisir les bons. Le pire, c'est d'envoyer son deck à tout le monde en espérant que quelque chose va en sortir. Ça marche très rarement. Chaque groupe d'investissement a vraiment des critères particuliers, recherche un certain type de société à un certain stade d'évolution, pre-seed, Series A, Series B, etc., dans un certain secteur et autres. Et beaucoup de gens font l'erreur de ne pas prendre le temps de comprendre ça. Et en fait, on se retrouve avec, nous, on est en clean tech, climate tech, et parfois on a des choses qui n'ont rien à voir, fashion ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est une erreur, et ça vaut le coup ça paraît idiot, mais c'est vraiment fréquent. Donc je conseille aux gens de regarder. Et même à l'intérieur du clean tech, par exemple, ou deep tech, climate tech, il y a différents groupes qui font différentes choses. Donc essayez de bien comprendre qui sont ces investisseurs. L'autre chose pour les investisseurs US, une condition sine qua non, c'est que ces investisseurs investissent à l'extérieur des États-Unis. Il y a beaucoup de groupes qui n'investissent pas à l'extérieur des États-Unis, qui investissent que en Amérique du Nord pour des raisons pratiques, fiscales et autres. Et donc c'est un non-starter. Et on a des tas d'applications parfois qui viennent de géographie où on ne va pas investir. Donc essayez de comprendre ça. Pour une boîte française qui veut recevoir un investissement d'une société américaine qui n'investit pas à l'extérieur des États-Unis, la solution, c'est de se relocaliser aux États-Unis ou en Amérique du Nord, au Canada ou US en fait. Et ça, c'est peut-être une solution, mais il faut qu'elle soit réelle. C'est-à-dire que les investisseurs vont pas vouloir investir dans une boîte étrangère qui a juste un sales office aux US. Il faut vraiment que les assets dans lesquels les investisseurs vont investir soient localisés aux États-Unis. Ça veut dire l'IP, ça veut dire la plupart des assets lourds, et la management team doit être aux États-Unis. Donc ça, c'est pas toujours une barrière. Il y a des fonds américains qui investissent ailleurs, en Europe. Il y a des fonds qui n'investissent pas. Donc essayez de comprendre, et si vous voulez travailler avec certains, se baser ici, c'est une bonne idée. Ça, c'est, je dirais, juste la technique c'est entre français pour pouvoir venir aux États-Unis. L'autre chose, c'est vraiment de comprendre cette idée d'écosystème, de parler le langage et US et autres. Donc,
un bon moyen, c'est quand même de joindre un accélérateur aux US. Les accélérateurs sont plugués dans l'écosystème, ils connaissent les États-Unis, ils connaissent etc. Donc, si vous êtes au bon stade de développement et si un accélérateur est approprié, c'est une très bonne idée d'en joindre un. Je suis sûr que Sarah peut commenter là-dessus sur son expérience, mais c'est clairement un accélérateur dans tous les sens. Ça permet même de corriger un peu son langage, parfois très français. Je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'on voit des Français qui arrivent aux US à la française. Ça ne marche pas, désolé. Il faut parler le langage des US, il faut s'entourer de gens connus aux US si possible, crédibles et autres. Donc je dirais qu'il faut essayer de s'américaniser. Et puis ensuite, pour avoir du funding, c'est les basiques du business plan. Donc là, on peut y revenir. Je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus, mais c'est tout ce qui est lié au marché, à l'équipe, aux produits, à l'IP, etc. Ravi d'en dire plus, mais je vous laisse poursuivre. Oui, je veux bien, effectivement, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail par la suite, mais je rebondis sur ce que vous disiez, et je veux bien que Sarah, vous puissiez nous en dire un peu plus sur votre expérience d'accélérateur justement aux États-Unis et ce que ça peut vous apporter comme plus pour Dialogcycle en fait. Oui, mais effectivement, donc moi, j'ai joint The Alchemist Accelerator. La première chose que ça m'a permis de faire, c'est d'avoir accès initialement à un safe, enfin à un contrat de safe. En français, c'est un BSAR. Donc, c'est des bons de souscription pour actions qui vont être convertis, on va dire, à la prochaine levée. Et ça permet d'éviter toutes les questions de valorisation initiale d'une boîte deep tech qui sont très difficiles à valoriser initialement. Donc moi, c'était la première chose qui m'a beaucoup aidée. C'était le Alchemist a mis un petit ticket, mais surtout, j'ai aligné l'ensemble de nos angels sur ça, ce qui m'a permis de simplifier extrêmement les discussions avec tout le monde sur le cap de ce safe, etc., le discount, etc. Et en plus, c'était vachement founder-friendly. On croit souvent, je trouve, en France que ah non, mais les accélérateurs américains, ils vont nous demander plein de pourcents de notre boîte et ça va être horrible. C'est négociable, très négociable, surtout quand on a une techno et qu'on n'est pas un SaaS, parce que ça, du coup, ils ont beaucoup plus de mal à savoir lesquels vont décoller, lesquels. Enfin voilà, quand il y a de la techno, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de leverage sur ce genre de discussion. Bref, pardon, je fais une petite digression, mais donc. Ça nous a permis d'avoir ces termes. Et deuxièmement, une fois quand on était dans le programme en lui-même, on a des meetings avec des coachs sur des aspects business, des aspects sales, qui nous poussent avec des process à aller à contacter des investisseurs avant des modèles, à avoir vraiment un process. Et les Américains sont bons en process. Et donc c'est hyper bien pour structurer la boîte. C'est une recette initiale qui met vachement en confiance, je trouve. Donc ça, c'était très bien. Et puis aussi, on était bien sûr en contact. Les gens qui nous coachent dans ce programme, c'est des entrepreneurs qui ont vendu des boîtes, qui ont fait énormément de choses. Et donc des gens extrêmement, dans le conseil est extrêmement valuable. Voilà, pardon pour l'anglicisme. Pas de problème. Donc en fait, on en revient notamment à ce que vous disiez, Jean-Noël, sur la connexion au réseau et sur ce que l'accélérateur peut vous apporter comme connexion à tout cet écosystème. Et je pense pour finir, on peut peut-être rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Donc je vous donne à nouveau la parole, Jean-Noël, sur peut-être les premiers critères, les premiers metrics qui peuvent être importants. Ok, mais avant de faire ça, juste un mot sur l'écosystème qui est important à comprendre aux US. C'est peut-être pareil en France, je suis pas sûr, mais cet écosystème, il est là parce qu'il y a des tas de gens qui veulent gagner de l'argent, mais pas seulement. Il y a vraiment une mentalité de coopération parce que les gens veulent voir ces solutions arriver sur le marché pour décarboniser la planète, etc. Il y a vraiment ça, et même à tout niveau, c'est-à-dire il y a des volontaires, il y a des entrepreneurs qui viennent là pour aider des jeunes entrepreneurs, il y a des grosses boîtes stratégiques qui aussi ont des ambitions, je dirais, positives. Donc il y a une vraie collaboration qui va bien au-delà d'être attractif du point de vue d'un investisseur. Donc c'est très important parce que les gens... Il y a un momentum en fait
Ouais, il y a un momentum, il y a une communauté, il y a une vraie communauté. On se connaît, on se parle facilement. Les gens vont répondre au téléphone si quelqu'un du réseau les appelle et autres. Donc ça, c'est ultra utile pour des conseils, pour des accès et tout ça. Et donc, faut vraiment pas sous-estimer la valeur de cette chose-là. En plus de ce que disait Sarah, bien sûr, avec tout le support technique qu'on peut avoir. Et donc, c'est très très important. Il faut choisir le bon. Il y en a plein. C'est pas un problème aujourd'hui de trouver des bons accélérateurs, mais c'est vraiment une bonne idée. En termes de... Bon, nous, on voit... c'est plus bien au-delà de 300 par an, avec on screen de manière systématique. Je dirais c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on recherche. C'est-à-dire que au-delà du fait d'être en phase avec notre investment thesis, donc il faut que ce soit dans notre secteur, etc. C'est toujours pareil, c'est-à-dire il faut une solution à un problème. Il faut que ce soit un gros problème et que la solution soit à l'évidence quelque chose de supérieur, en gros. Et il faut que l'équipe qui apporte cette proposition soit capable de la déployer au moins à un certain niveau. Après, on peut avoir des changements d'équipe dans le futur. Et donc, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est un gros marché? Quelle est la valeur économique du marché dans lequel on tape? Donc, ça, c'est évident. Est-ce qu'on a une offre vraiment différenciée? Il y a beaucoup de gens qui ont une offre intéressante, mais pas forcément différenciée, pas forcément défendable. C'est là que l'IP, je suis d'accord avec Sarah, l'IP, c'est fondamental, notamment dans ces marchés-là. D'avoir un portfolio d'IP solide, c'est vraiment un moat, comme on dit ici, c'est-à-dire une barrière contre les concurrents. Donc ça, c'est important de l'avoir. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours l'IP, mais avoir de l'IP, c'est important. C'est pas suffisant, il faut le reste, il faut avoir, etc. Donc quelque chose d'autre d'important, et ça, c'est un peu le problème de beaucoup de boîtes très techniques et très jeunes encore dans leur cycle, qui sont encore en proof of concept, c'est vraiment la viabilité commerciale. Et en gros, nous, ce qu'on regarde, c'est non seulement qu'il y a une invention, il y a quelque chose d'important qui va résoudre un problème, mais qu'il y a vraiment un path to market, c'est-à-dire qu'il y a c'est le go-to-market en fait. Une route vers le marché, mais qui soit non seulement crédible, mais qui soit validée par des channel partners. C'est-à-dire que si on a une invention qui est dans le domaine de, je ne sais, la chimie par exemple, ou de la batterie par exemple, pour faire improver la technologie des batteries au lithium, on va vouloir parler à des fabricants de batteries au lithium qui confirment le fait que ça les intéresse, que c'est quelque chose qu'ils veulent déployer dans leurs usines, etc. Donc, il ne faut pas que ce soit juste une intention, il faut que ce soit backé. Donc, c'est très important de faire ce que les accélérateurs appellent aux États-Unis le Customer Discovery. Il y a plein d'accélérateurs qui forcent les entrepreneurs à parler à au minimum 100 clients. Ça paraît idiot, mais c'est nécessaire. On ne peut pas aller voir un investisseur avec une invention. On voit beaucoup de gens qui font ça. Ils arrivent avec leur IP et ils disent non, on n'a pas encore parlé aux clients, on va aller voir. Pareil, ça paraît complètement simple, mais c'est pas si évident que ça. Donc nous, on veut voir des validations, non seulement du fait que le produit va répondre à un besoin, que ces clients potentiels voient l'intérêt, veulent déployer, et potentiellement que cette invention rentre dans la cible des acquisitions qu'ils aimeraient faire pour intégrer dans leur propre boîte. Donc on voit un path to exit, comme on dit, c'est-à-dire une route vers une exit, une acquisition dans le futur, etc. Autre chose ultra important, et alors là, les Français, honnêtement, doivent vraiment comprendre la chose, c'est qu'on veut, quand je dis on, c'est tout le monde, c'est des management teams qui soient extrêmement compétentes, qui aient les qualifications nécessaires, que ce soit technique, commerciale, financière, etc. Souvent, c'est une combinaison qui fait les choses. C'est pas une personne super-héros, rarement qui fait tout. Donc, il faut une équipe. Donc, il faut des équipes fortes, crédibles et autres, mais aussi des équipes coachables, surtout à early stage, c'est-à-dire au stade de Sarah et même un peu après. Les boîtes vont évoluer de manière dramatique, sans qu'elles le sachent ou sans qu'elles le veuillent parfois. Elles vont être obligées de faire un pivot, comme on dit. Elles vont être obligées de changer de stratégie, elles vont être obligées de s'adapter. Il faut des gens qui soient capables et qui soient qui soit ouvert à l'évolution, à changer et à recevoir des conseils. Et tous les gens qui vont investir, qui vont être au board dans la plupart du cas, qui vont travailler avec les entrepreneurs, sont passés par là avant et veulent pouvoir avoir un échange. Et on ne veut pas travailler avec des gens qui soient un peu bornés, qui refusent d'écouter en fait les conseils. Ça arrive rarement, mais ça arrive. C'est très très important ça. Et donc même dans le cadre des connexions initiales, de la due diligence, on voit les gens qui sont coachables et les gens qui ne le sont pas. On a des gens qui sont ouverts au conseil
Et c'est très, très important. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à intégrer. Les Américains en particulier sont très sensibles à ça, mais les investisseurs en général à early stage. Et puis sinon, en termes de valuation et autres, il faut comprendre, je pense que le conseil que je donnerais, c'est parfois on a une invention extraordinaire, on a l'impression que ça va valoir 100 milliards, on met une valuation à 2 milliards day one, ça marche pas. Il faut comprendre la valuation, les terms, etc., du point de vue de l'investisseur. C'est-à-dire que les investisseurs prennent un risque important à un certain moment, il y a des choses qui sont raisonnables, il y a des standards, etc. Il faut essayer de comprendre ça de manière à avoir une conversation raisonnable. On refuse très, très régulièrement des applications de boîtes qui viennent avec des inventions intéressantes, mais avec des valuations qui sont dès le début tellement délirantes qu'on sait qu'il n'y aura pas de possibilité justement d'avoir une conversation raisonnable. Donc ça, il ne s'agit pas de négocier dès le début, mais il vaut mieux arriver avec quelque chose de raisonnable qui rentre dans un cadre justifiable, et puis ensuite on crée de la valeur ensemble plutôt que d'arriver un petit peu comment dire, de manière disconnectée avec la réalité. Et donc, de passer par ces accélérateurs ou de se connecter au network, de parler à des gens qui ont déjà fait ça avant aux US, je pense que c'est une très bonne manière de se préparer. Voilà mes quelques conseils. Bah, merci beaucoup. Je pense que vous avez résumé en fait la petite conclusion que je voulais donner à cet atelier, c'est-à-dire voilà l'importance de donc. Je pense qu'il y a effectivement un vrai momentum, un vrai marché, une vraie volonté du côté US, mais aussi européen de mettre en avant et de pousser des entrepreneurs qui veulent voilà, lancer des technologies et des entreprises dans le domaine des clean tech et des climate tech. Mais la particularité du marché US, c'est peut-être effectivement de bien comprendre les attentes des fonds d'investissement américains dans le domaine, et puis pour ça, se connecter au réseau tôt, passer par ce qu'a pu faire Sarah, passer par des accélérateurs, et voilà, pour se connecter à tout cet écosystème, pour pouvoir prendre sa place dans cet écosystème. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Et puis, j'espère que ça inspirera, j'espère que Sarah inspirera d'autres entrepreneurs français, et puis que les conseils de Jean-Noël aideront et répondront à des problématiques que peuvent rencontrer d'autres entreprises dans le même cas. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà, j'espère que c'est fini pour cet atelier, et puis j'espère que les interventions de Sarah Lamaison et Jean-Noël Poirier auront pu répondre à des questions et des problématiques que vous êtes posées dans le domaine des climate tech et de l'innovation aux États-Unis, parce qu'en effet il y a des vraies opportunités, et puis bon, évidemment le retour des États-Unis dans les accords de Paris, et puis le plan de relance de l'administration Biden ouvre encore plus d'opportunités. Donc je pense que voilà, il y a des choses à saisir pour les entreprises françaises. La vidéo sera en replay sur le site internet et sur YouTube, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu.